On continue notre série de podcasts concernant les candidats à la draft NBA 2023, des portraits, un podcast par joueur, un profil par podcast. Dans celui-ci, le profil de Nick Smith Jr. Nick Smith Jr., joueur d'Arkansas cette saison en NCAA, né le 18 avril 2004, 1m96, 84 kg, en tout cas c'est les mensurations qu'on a, il n'a pas été mesuré au NBA Combine. Nous l'avons 20e sur notre big board d'envergure à l'heure à laquelle je parle, c'est le mercredi 14 juin. ESPN, la 14e meilleur joueur de cette draft, The Athletic 19e, The Ringer 18e. Pour en parler, Manu et Julien. Salut Manu, salut Alex. Salut à vous deux. Je t'ai demandé de te pencher sur le parcours, de nous faire un petit résumé de la vie, s'il y a des choses à dire, de la biographie, on va dire, avant de parler basket, de Nick Smith Jr., Nicolas, donc apparemment. Oui, tu viens de me l'apprendre. Nicolas Smith Jr., donc il doit y avoir un senior quelque part. Il est né, il a grandi dans l'Arkansas, à Jacksonville. Il a rejoint la high school de North Little Rock en 2021 pour son année senior, avec lequel il a joué avec Kelly Ware, un autre prospect qui ne s'est pas maintenu cette année à la draft, qu'on verra sûrement l'année prochaine. Très vite sous les radars de tous les scouts, il a participé à l'Open McDonald's. Il a été membre de l'équipe des États-Unis au Nike Hoop Summit et il a participé au Jordan Brand Classic. C'est un joueur qui est sous les radars depuis très longtemps. Il a été recruté par Arkansas avec Jordan Walsh et les deux, d'après ce qu'il raconte dans des interviews, ils ont fait un petit peu le forcing, pour faire venir Anthony Black, donc pour former le trio 5 étoiles des Razorbacks cette année. Voilà, donc il arrive dans Arkansas bardé de distinctions d'avant-saison qui lui promettaient une jolie année c'était un top 3 recrue, je crois, sur toute la nation. Ouais. Voilà. Mais même en pré-saison, nous, on l'avait effectivement en top 5 quasi assuré, quoi. Il était dans le même zoo que les Amen Thompson et compagnie quand on a commencé la saison. Un peu glissé, quoi. Ouais, très très haut. Il a un peu glissé. Tu vois des choses à ajouter ? C'est ça, il joue que 17 matchs sur la saison, 14 comme titulaire. Il s'est blessé au genou, en fait. Il a eu mal toute l'année. Donc je pense qu'on va en reparler jusqu'à la fin de saison, un petit peu en eau de boudin à la March Madness. Voilà. Oui, Arkansas qui est pas allé très loin, effectivement, à la March Madness. Avant d'évoquer les qualités et les défauts de Nick Smith, Manu, qu'est-ce qu'on lui demandait de faire cette année du côté de Arkansas, qui était donc une équipe très jeune? Ouais, lui, il est surtout sorti du banc du fait des blessures au genou et pas que. Donc il très vite, il s'est mis petit à petit dans le rythme. Il avait très peu il y avait pas trop de matchs où il avait vraiment le ballon en main dans mes souvenirs. C'est venu un peu, même s'il a un très fort taux d'usage, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut à 26 ou 25, 26. Ouais, 26, ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si haut, mais en fait, il a très vite rentré dans le rythme de l'équipe, surtout en fin de saison où il joue les 10-15 derniers matchs de mémoire. Et en fait, beaucoup d'attaques du panier, vraiment, c'est vrai, vraiment ça qu'il a montré sous le maillot d'Arkansas. Autrement, en termes de tir de extérieur, c'était beaucoup moins fluide. On sent que c'est là que ça pêche encore. Donc c'était vraiment beaucoup de stages vers le cercle tout le temps. Ok, donc un rôle de slasher, pardon. Oui, pardon. Et défensivement, est-ce qu'on lui donnait des responsabilités? Pas nécessairement. Non, pas trop. Il était sans plus, quoi. Voilà, il faisait son taf. Ouais, c'était plus son coéquipier Anthony Black qui est projeté plus haut, qui défendait les meilleurs extérieurs adverses, ou Ricky Council.
qui se présente également à cette draft. Julien, qu'est-ce qu'on achète si on draft Nick Smith le soir de la draft, si on décide d'appuyer sur le bouton et de sélectionner Nick Smith, pourquoi on le fait en tant que GM? Alors ça dépend ce qu'on comptait acheter. Alors on peut dire ça. Est-ce qu'il a montré assez cette saison de ce qu'on attendait de lui? Il était annoncé comme un scoreur à 3 niveaux. Un shoot extérieur en catch and shoot, un slasher effectivement, et puis avoir un petit mid-range et un flotteur. Voilà, on attendait un attaquant un petit peu versatile, et bon, c'est pas, comme a dit Manu, c'est pas vraiment ce qu'on a vu. Après, il y a des flashs à plein de choses. On parle des flashs tout de suite, ou tu veux qu'on insiste sur des points précis? Moi, je te demande vraiment, c'est quoi son ticket d'entrée en NBA en fait? Moi, j'aurais dit ça. Un arrière capable de scorer et avec une tendance à créer du jeu en attaque. Est-ce que je répondrai? Ok, Manu, est-ce que tu vois d'autres choses à l'arc de Nick Smith Jr.? Non, je suis assez je suis dans la même lignée que Julien. C'est un mec dont le spacing NBA, les règles NBA vont l'aider à attaquer encore plus le cercle et être encore beaucoup plus productif en fait. S'il tombe dans un contexte où il a des minutes, que ce soit en première unité ou en seconde, je pense qu'il peut vite avoir un impact en fait. De cette façon-là. Parce que, alors il attaque le cercle, mais provoque peu de lancers francs quand même cette année. On a un free throw rate, donc c'est le nombre de lancers francs par rapport au nombre de tirs tentés qui a moins de 25, ce qui est relativement faible. Et effectivement, la majorité de ses tirs, c'est quand même des longs 2 points, c'est pas des tirs au cercle. Ouais, il est beaucoup dans le flotteur. Ouais. Et il a un pourcentage correct à 36%, mais c'est pas non plus extraordinaire sur ces autres 2 points. Et puis surtout, c'est pas des tirs qui sont statistiquement très enviables. Pour vous, quelle est la clé du coup? Parce que entre le Nick Smith qu'on attendait et le Nick Smith qu'on a eu, il y a eu un monde quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi j'ai beaucoup regardé les stats, mais les joueurs avec une efficacité si horrible, parce qu'on parle quand même d'un efficient field goal percentage à 43,6, c'est vraiment cataclysmique. Même, je veux dire, par exemple, un Anthony Edwards, qui prenait des shoots casse-croûte dans une équipe de la même conférence, un peu avec peu de gens autour, quoi. Il était plus haut que ça, il était vers 48-49 de mémoire, ce qui était déjà mauvais. Nick Smith, c'est cataclysmique. Pour retrouver un joueur drafté au premier tour avec ce niveau-là de efficient field goal percentage, il y en a, mais il y en a peu qui ont réussi en NBA. Donc, déjà, Julien, est-ce que tu penses qu'on a vu le vrai Nick Smith, ou est-ce que tu penses vraiment qu'il a été gêné toute la saison par ses blessures? Alors, les stats sont cata. Après, à regarder dans la saison, il y a plusieurs choses dont on peut parler. D'abord, il a été blessé. Il a dit dans les interviews il a eu mal tout le temps au genou, qu'il soit sur le terrain ou en dehors. Il a eu du mal à soigner cette blessure. Donc ça, c'est un point d'interrogation. Et puis après, il y a le spacing il faut parler du contexte Arkansas où il n'y a pas de spacing, quoi. Il n'y avait pas de shooter. Enfin, il y a un autre shooter qui s'est blessé, Basile. Ouais, très bonne Basile. Très fort. Un des joueurs qui t'ont vu dans l'équipe s'est blessé. C'était un des seuls qui allait shooter, je pense, de façon régulière. Donc le spacing était pourri, et pour un slasher, c'est plus difficile. Donc tout ça fait que il faut se baser sur des flashs qu'on a vus dans la saison, et puis encore plus, je pense, sur des moments en fait où il est arrivé à jouer, parce que il y a quand même des matchs où il montre des choses qui sont vraiment très intéressantes, quoi. Au niveau du catch and shoot, où on le voit sortir des écrans pour balancer des shoots, où il n'a pas été le pourcentage à la limite à 3 points, il est pas trop pourri, quoi. Oui. Il est à 34%. Oui, 34, c'est correct. C'est un petit volume, 72 tirs pris. Ouais. Ça fait 1,2 par match. Mais il y a eu des flashs de shoot en catch and shoot
et pas qu'en spot-up qui était intéressant. Il y avait des flashs aussi à la création. Moi, je trouvais qu'il faisait des bons choix quand il s'y mettait, quand il avait le ballon en main, parce que ça, il faut en parler aussi. Il y a quand même beaucoup de créateurs dans l'équipe, entre Anthony Black, Counsey, qui tiennent beaucoup le ballon, comme a dit Manu. Là, les trois, ils ont des pourcentages, des usage pourcentages qui sont très hauts, quoi. Donc, il fallait, quand lui avait le ballon, moi, j'ai trouvé qu'il faisait des choses pas mal. Il faisait des choses pas mal à certains moments de la saison qui peuvent donner espoir sur plusieurs facettes de son jeu. Et tu vois, il a un taux assist turnover qui est limite, mais je trouve qu'il montre que ça reste positif. Que ça va. Oui, c'est vrai. Il est bon choix, ouais. 1,1, oui, c'est pas nul. Ouais. C'est pas top, hein. C'est pas nul, mais c'est pas. Non, mais moi, j'ai trouvé. C'est-à-dire que c'est pas non plus une croqueuse, quoi. C'est pas un mec qui fait des non, pas du tout. Il fait des très bons. Moi, je trouvais que quand il se mettait à faire des passes, elles étaient précises, elles étaient dans le rythme du jeu et rien qu'avec sa vivacité, il faut le dire quand même, hein, c'est un joueur qui est hyper rapide, enfin qui est très vif, quoi. Très très vif dans ce qu'il fait, dans ses prises de décision. Et moi, je l'ai trouvé pas mal là-dessus. Et précis. Ouais. Manu, qu'est-ce qu'il faut débloquer, en fait? C'est quoi la clé pour avoir un Nick Smith qui est au niveau du ranking peut-être pas du ranking de pré-saison, mais du ranking. Alors toi, tu es un de ceux qui l'a le plus bas chez nous, tu as 30e. Mais au niveau des entre 10 et 15, quoi, ce qu'il a attendu là, entre 10 et 20. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, l'équipe qui le reçoit, qu'est-ce qu'il faut développer? Bah, moi, si c'est mon cas et que je le draft, je veux qu'il devienne un peu plus polyvalent, en fait. Parce que je sais pas s'il aura une vraie carrière s'il fait que du slashing, s'il fait que d'attaquer. Pour moi, il doit apprendre à faire autre chose, notamment vu sa taille. C'est un 6'4", donc c'est un 93, non genre. Ouais. 90. Ouais, je l'ai dit en intro, j'ai dit quoi? 96, ouais. C'est 6'4" sans chaussures et avec chaussures. Aujourd'hui, c'est les tailles d'un meneur, quoi. Absolument. Donc c'est, faut qu'il arrive à ça. En fait, c'est un tout. Faut qu'il arrive à devenir un peu plus volant, et notamment du tir, parce qu'on a vu qu'il y a certains matchs où franchement il artillait vraiment pas mal et on sent que c'est son jeu, quoi. On sent que c'était naturel, que il aimait ça. Et ouais, c'est vraiment de la polyvalence, moi je trouve qu'il doit apprendre à faire. Il a un peu porté la balle aussi, donc on a eu, comme disait Julien, il y a eu certains flashs qui laissent entrevoir quelque chose où faut gratter. Et je pense que tu vois, même malgré ses blessures, où il joue très peu de matchs, il est annoncé assez haut. Donc ça veut dire que les rapports médicaux sont quand même pas trop moches. Ouais. Voilà, c'est que les équipes ont quand même assez confiance en lui et dans son futur. Ouais, absolument. C'est quoi c'est quoi son rôle l'année prochaine, Manu, en fait? Qu'est-ce qu'on va lui faire faire en année 1 après une année comme celle-ci où évidemment l'année prochaine il sera pas efficace tout de suite, quoi. C'est impossible, en fait. Est-ce qu'on l'envoie en G-League? Est-ce qu'on le fait sortir du banc, ou est-ce qu'on le meilleur scénario, c'est quoi? Qu'il soit dans une équipe vraiment tellement nulle qu'il ait plein de minutes? Presque. Après, tu vois, dans le range 15-20, là, j'ai sous les yeux la pire, enfin le meilleur du pire, parce que c'est le 20e, c'est Houston, et est-ce que c'est un bon... Pour lui, je pense que c'est mauvais, par exemple, Houston. Mais au-dessus, tu as du Golden State, Miami, Los Angeles, Utah et Atlanta. Ce qui est pas forcément non plus des bons contextes pour lui, parce que c'est des équipes plus ou moins contenders. Pas Utah, ou du moins qui vont vouloir jouer les playoffs ou le play-in. Donc c'est peut-être Utah, en fait, tu as un truc comme ça, et devenir à terme peut-être une sorte de Jordan Clarkson, tu vois. Ouais, je vois bien. Un bon scoreur qui sort du banc, qui se lâche. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'il avait montré en high school qu'il y avait les atouts pour faire ça. Mais du coup, l'année prochaine, toi, tu le fais quoi? Tu le fais. L'important, c'est quoi? C'est qu'il ait des minutes, ou plutôt qu'il se renforce musculairement? Moi, je pense qu'il faut qu'il reprenne confiance de ce manque de temps de jeu
qui est indépendant de sa volonté, mais voilà, qui reprenne un peu confiance en lui. Et moi, je lui donne des minutes. En seconde unit, je lui donne des minutes. En sortie de banc, voilà, vas-y, shoot. Montre ce que tu sais faire, quoi. Ok. Julien, est-ce qu'on a un retour sur les interviews, les attitudes, la mentalité? Toi, qu'est-ce que tu as vu en fait là-dessus ou lu, et qu'est-ce que tu penses du bonhomme? Alors, ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu dans les interviews, c'est que c'est un gars qui maîtrise la communication. Il est exposé depuis très jeune. Euh, North Little Rock, c'est un lycée où il y a quand même pas mal de monde qui est passé. Donc il est pas, comment dire, c'est un endroit où on est quand même bien exposé dès le lycée. Il y a eu une embrouille en fait à son arrivée en high school. Il a failli ne pas jouer en fait son année senior. Il y avait un problème de papier. Et apparemment, d'après ce que j'ai lu, il a très très bien négocié tout ça. Et la communication était parfaite. Donc j'ai l'impression qu'il est bien entouré. Le papa a l'air assez présent et la famille en général dans son parcours. Et après, quand tu écoutes les interviews, il y en a une où il sort d'un scrimmage à Washington. Et justement, peut-être que Washington serait une bonne option pour lui. Je sais pas combien ils sont, puisque Bradley Beal s'en allait, donc ils vont être dans un processus de reconstruction. Et donc à la fin de ce scrimmage, il fait une interview. Il y a 10, 11 journalistes autour de lui et il répond comme, je sais pas, Kobe Bryant, tu vois. Ouais. Il tourne la tête, n'importe quelle question, il répond. Alors il maîtrise la langue de bois de façon magnifique, mais il y a aucune hésitation. On n'a pas l'impression que c'est un gamin quoi qui parle. Vraiment, il a l'air assez mature par rapport à ça. Après, moi j'ai l'impression que c'est un bon équipier, d'après ce que j'ai lu à droite à gauche. Est-ce que c'est de l'enfumage ou pas? Et puis sur le terrain, il a quand même c'est un gars qui a du caractère. Il est revenu, comme a dit Manu, il revient. Il y a plusieurs blessures, ils sont tout le temps quoi. Il se cache pas. En défense, il donne tout ce qu'il a avec ses défauts. En attaque, il a osé prendre les shoots, même jusqu'au bout. Les 2 derniers matchs de la March Madness, c'est un petit peu la cata pour lui au niveau du shoot, mais il s'est pas caché. Quoi. Ouais. Je pense que c'est un gars qui a du tempérament. Et effectivement, voilà, avec un petit peu de muscu pour épaissir le haut du corps, parce qu'au niveau des contacts en finition au cercle, c'est un petit peu compliqué. En bossant son shoot. Alors moi, tu vois, Manu, je suis très très mauvais dans les comparaisons. Et Alex le sait, à chaque fois c'est la cata quand je sors des joueurs. Il a peur là. Là, il a très très peur de qui je vais balancer. Moi, je pense que comme plafond, je sais pas comment on dit, tu vois, comme objectif ultime. Meilleur scénario, moi j'enverrais du Kentavious Caldwell Pope, tu vois. Alors je sais que tout de suite vous allez dire mais qu'est-ce qu'il raconte quoi. Ah ouais, moi je pense catch and shoot, défenseur fort d'un coup. Ouais, intéressant. Dans le style assez polyvalent et moi j'ai l'impression qu'il a les épaules et tu vois, il a plus de choses dans la tête que non que celui de Manu là. Clarkson. J'ai l'impression que ça pourrait être plus il pourrait être un peu plus cérébral et puis s'il met tout à l'endroit, il est petit mais il a une envergure assez grande. Moi je trouve qu'il joue plus grand que sa taille. Quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais du coup, ça veut dire que toi ton meilleur scénario, tu mets de côté finalement cette capacité de slash parce que KCP c'est un joueur de bout de chaîne. Ouais, mais voilà. Mais bout de chaîne pour dire finisseur. Ouais. Ouais, ça se rejoint un peu. Hein. Et pas que. Ça se rejoint un peu dans ce que vous dites. Ouais. Voilà. Mais du coup, bon role player, quoi. Mais pas un mec du coup qui se draft trop en loterie. Si on va un peu plus loin, on interprète ce que vous venez de dire. Est-ce que quelle est votre conviction intime pour finir sur Nick Smith? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez plus que la moyenne? Est-ce que vous pensez que ça va être un bust? Voilà, c'est vraiment ce que vous dit votre instinct. Manu, tu commences? Ouais. Moi, j'ai peur. Je suis pas. Ouais, je sais pas que je suis pas fan, mais je sais pas. J'ai vraiment beaucoup trop de questions sur lui, notamment sa finition. En fait, je trouve qu'il n'arrive pas très très bien à finir au cercle, que ce soit au contact, et ça me fait peur. Il est trop dans le flotteur pour moi. Donc on a appris
que c'était pas forcément une bonne chose quand on était trop dans le flotteur. Et j'ai regardé un peu de films que j'ai trouvé en high school, il était déjà comme ça. Il allait au cercle beaucoup aussi, mais il était très 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 flotteur également. Donc ça prouve, il n'y a pas une évolution constante, même s'il avait joué 17 matchs, donc c'est compliqué. Mais donc, moi, rien que sur cet aspect-là, j'ai un peu de doute. Et le 70-15% au lancer ne me convainc pas trop non plus, quoi. Jules? Bah, moi, je vais être positif. Moi, j'aime bien les guards un peu comme lui, quoi. Tu vois, un petit peu aérien, parce que c'est un bel athlète, quand même. Puis je me dis que cette année, il a passé à rattraper juste son retard pour jouer, et qu'on n'a pas vu d'évolution aussi, peut-être à cause de ça. Donc moi, je mets une piécette dessus, quand même. Et je me dis qu'il est bien entouré, parce qu'il connaît pas mal de joueurs NBA. Moi, je mets une petite piécette, quand même. Mais tu vois, là, dans les fins de 20e, t'as les Nets qui ont 2 pics, 20, 21, 22. Franchement, c'est typiquement le pari à faire, quoi, comme ils avaient fait sur Caris LeVert, par exemple, il y a quelques années, ou les Clippers qui ont eu des pics aussi comme ça. En fait, c'est un pari. Pour moi, c'est un pari. Si t'es les Nets, tu te dis, vas-y, 22, s'il tombe jusque-là, tu te dis, vas-y, Mais il peut tomber en fait, plus, il peut tomber plus. C'est un risque moyen, mais t'as un gros reward aussi, je pense. Rappelez-vous de Brandon Boston, qui avait glissé très 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 loin au second tour. Second tour. Ouais, au second tour. Et c'était un peu le même scénario. Hein. Il était vu très haut, top 10 avant son année NCAA, et puis trop fort. Ouais, tu vois, en y repensant, ils ont un peu les mêmes lacunes, force, tu vois. Ouais. C'était des joueurs comme ça, assez dans le plus ou moins même morphotype physique. Tu as plus ou moins même style de jeu, même si Boston était beaucoup plus shooter qu'autre chose, mais ouais, tu vois, ça match un peu. Donc pas forcément rassurant, mais un risque à prendre. Voilà ce qu'on peut dire de Nicholas Smith Jr., ce joueur d'Arkansas, qui est donc le dernier profil sorti que vous venez d'écouter. Il y en a plein d'autres à écouter, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, n'importe quelle. On est sur toutes, et c'est aussi à l'écrit sur envergure.co. À bientôt tout le monde.